l'un des deux participants à une coupe de champagne n'est pas le but. Je me rattraper. Je m'en rattrape pas. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'accueillir Amélie Le Tombe ici à l'Institut franco-américain sur l'invitation de la librairie Le Fayère pour bien parler justement d'un livre qui se passe aux États-Unis, c'est Que le faire aux éditions Albin Michel. On va faire un petit sondage si vous voulez bien d'abord Amélie pour savoir comment on va en parler ensemble. Qui a déjà lu ce livre? Très impressionnant. Qui ne l'a pas lu? On va mathématiques à peu près. Là, on lui lever sur sa main deux fois. Cette absence d'unanimité fait qu'on ne pourra pas bluffer, parce que si personne ne l'avait lu, on aurait pu faire semblant de parler de tout à fait un autre livre. Malheureusement, il va falloir composer. Voilà. Alors, c'est un roman qui débute en 1994, sauf les deux premières pages, qui sont en 2010, et dans lesquelles vous apparaissez, même si votre interlocuteur ne sait pas si c'est vous ou si c'est une autre personne qui est aiguisée en Amélie Le Tombe. C'était ça la première idée du livre? Non, c'est simplement comme ça que ça s'est vraiment passé. Le 6 octobre 2010, j'étais bel et bien à la soirée organisée par ce club de magie, et en effet, il y avait toute une équipe de magiciens qui, pour se délasser, jouaient au poker. J'étais longuement regardée et c'est à ce moment-là que j'ai imaginé que deux d'entre eux se haïssaient et que j'ai imaginé la nature de leur haine. Ça fait environ une dizaine d'années que je fréquente beaucoup de magiciens à Paris et que j'ai pu analyser les drôles de relations qui existent entre ces gens extrêmement curieux. Comme aussi, par ailleurs, j'étais allée à Las Vegas et à Reno pour observer les magiciens là-bas. D'une façon ou d'une autre, il fallait que j'en parle un peu. Vous, on va revenir sur l'histoire tout à l'heure. Je vais d'abord parler avec vous de l'écriture, parce qu'on sait que vous écrivez beaucoup, 4 heures par jour, 4 livres à peu près par an. Est-ce que les livres que vous publiez sont toujours ceux que vous avez écrits dans l'année qui est passée? Oui, j'y tiens absolument. Rien ne m'y contraint. Légalement, il m'est tout à fait permis d'aller chercher un livre que j'ai écrit il y a 20 ans, mais ce n'est pas du tout ma tournure d'esprit. J'aime bien publier quelque chose de récent. Donc, chaque fois que je publie un livre, c'est qu'il a été écrit soit dans l'année qui précédait. Ça vous permet, une fois que vous regardez vos livres, de finalement faire votre propre histoire et votre histoire aussi stylistique, votre histoire d'écriture? J'espère qu'il y a une histoire stylistique de ce que j'écris, parce que je suis enceinte pour la 73e fois. Alors s'il n'y avait aucune histoire stylistique, ce serait bien malheureux, parce que ça signifierait que là, un écrivain qui, 73 fois d'affilée, écrit exactement le même livre, ce serait absolument désespérant. Vous avez la chance d'avoir une inspiration très foisonnante. Un jour sans éclipse. J'ai des sources. Ah, voilà. Un jour sans éclipse, ça existe pour vous? Ça n'existe pas. Plus exactement, ça fait maintenant 23 ans que j'écris à ce régime, de 85 jours, tous les jours sans exception. En 23 ans, il y a eu exactement une exception. C'était un dimanche de septembre 97. J'étais en promotion pour un autre ouvrage. J'étais fatiguée et m'a pris la fantaisie de tenter le dimanche matin d'une personne normale, c'est-à-dire de ne pas me réveiller à 4 heures du matin, de rester au lit, de faire ce qu'on appelle une classe matinée, avec un petit déjeuner au lit et que ce soit totalement agréable. J'avais justement un très bon livre à lire, donc je vais enfin savoir ce que lit une personne normale un dimanche matin. Eh bien, c'était juste horrible. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, j'avais régressé jusqu'à l'âge de 13 ans et demi, j'étais en pleine crise pubertaire, je sentais l'agressivité qui montait, peut-être même les boutons si j'avais pas depuis longtemps, donc j'ai bien compris maintenant que je n'ai même pas droit à un seul jour d'exception, et quand je dis pas un seul jour d'exception, c'est la prendre à la lettre, c'est-à-dire que même si vous continuez à si bien me traiter ce soir et que demain matin j'ai une gueule de bois épouvantable, j'écrirai quand même. Voilà. Il faut vous forcer des fois pour commencer ces 4 ans, parce que vous avez choisi comme un moment assez particulier à partir du 4 ans du moment. J'ai pas choisi, j'ai expérimenté ma machine. Ça fait maintenant très longtemps que j'écris, donc j'ai vraiment essayé tout ce qui. Quand on écrit à cette dose-là, on apprend à considérer son corps comme une machine et à voir comment cette machine fonctionne. Cette machine que vous voyez, pour atteindre ce fonctionnement-là, dont je ne sais pas s'il est bon ou mauvais, mais tout ce que je sais, c'est qu'il fonctionne. Cette machine doit se réveiller à 4 heures du matin, boire aussitôt un demi-litre de thé trop fort et s'y mettre tout de suite. Ce n'est pas plaisant du tout et ça ne correspond absolument pas à ma nature. Donc oui, les 3 quarts du temps, c'est extrêmement dur de s'y mettre. Généralement, à 4 heures du matin, je maudis mon destin et je dis, et dire que les gens m'envient. Mais c'est vrai que, par exemple, là, maintenant, c'est bien.
Vous semblez parler quand même de votre manière d'écrire comme une activité physique. Il y a certes l'intellect, mais il y a, on a ça aussi évidemment dans les séances de dédicace, mais être écrivain pour vous, c'est quand même très très physique. Mais c'est bien évidemment physique, bien avant d'être toute autre chose. Je suppose que pour être écrivain, il faut une certaine imagination, j'espère une certaine sensibilité, peut-être même une certaine culture, mais bien avant ces qualités, il faut surtout une grande santé physique. Parce que on sent tout de suite des livres qui ont été écrits sans le corps. Les livres qui ont été écrits sans le corps ont été écrits sans énergie et c'est illisible. Tous les grands livres sont des livres dans lesquels on sent la présence du corps et donc la présence d'une énergie physique. Je ne vais pas dire considérable parce que ce serait une montée, mais au moins d'une énergie physique qu'on encourage. Donc, à la base de toute écriture, il faut bien évidemment un corps. Ce corps d'athlète, mais c'est par sa force de volonté, vous savez, et d'hygiène. C'est vraiment ça coupe de champagne. Alors, autre habitude, vous avez 4 heures d'écriture par jour, c'est évidemment le moment où vous avez choisi pour faire paraître vos romans, c'est la rentrée littéraire, c'est-à-dire à partir de fin août, c'est là où principalement vos lecteurs vous découvrent. Vous pensez une écrivaine qui a des livres qui correspondent à cette période de l'année, fin de l'été, automne? Manifestement, les jurés du Goncourt ne vous donnent pas raison, puisque, donc non, soyons clairs, souvent quand on publie à cette saison, c'est qu'on espère un grand prix. N'ayant plus aucun espoir, les dés ont joué, je n'en aurai jamais. Néanmoins, cette saison me correspond bien pour bien des raisons. Je pense d'abord surtout pour la raison la plus bête et la plus inavouable, à savoir que c'est la saison de la rentrée des classes. Et que somme toute, je suis restée tout à fait calquée sur ce rythme depuis l'enfance. Et vous savez, on nous apprend chaque année à rentrer en septembre. Ça demeurerait à l'université. Pourquoi ça s'arrêterait à l'âge adulte? Moi, ce rythme me correspond totalement, mais soyons clairs, je n'aurai pas de grand prix. Alors, 4 livres pour l'instant. 4 livres par an, vous avez dit que vous avez écrit plus de 70. Qu'est-ce qui deviennent ces autres livres? Vous les gardez quelque part? Je les garde tous parce que les livres que je ne publie pas me plaisent tout autant que ceux que je publie. Si je ne les publie pas, c'est parce qu'ils ne me paraissent pas destinés à la lumière. L'immense majorité de ce que j'écris ne s'adresse vraiment qu'à mes petites obsessions personnelles qui ne risquent vraiment pas d'intéresser quelqu'un d'autre que moi. C'est miraculeux, une fois de temps en temps, je parle de sujets qui peuvent peut-être concerner quelqu'un d'autre que moi, et donc je les publie. Si on calcule, sur 73 romans, j'en ai publié 20. Et donc, aidez-moi à calculer, je ne sais pas, le tiers, le quart, quelque chose comme ça. Oui. Mais il peut arriver que voilà, une fois de temps en temps, j'ai l'impression que d'autres puissent s'intéresser à mes écrits. À ce moment-là, je les publie. Quant à ceux que je ne publie pas, je les conserve à Bruxelles, dans mon appartement, dans des boîtes à chaussures. Et pour la petite histoire, cet appartement a été 2 fois cambriolé et les boîtes à chaussures sont restées vierges. Alors je ne sais pas si les cambrioleurs savaient qui ils cambriolaient. Je ne sais pas s'ils sont tombés sur les manuscrits et s'ils les ont simplement trouvés trop mauvais pour être cambriolés. Toujours est-il que les manuscrits sont toujours là. Je peux vous porter malheur une tombe, mais est-ce que ces autres textes, ils pourraient avoir une vie après votre propre vie? Regardez comme ça le rythme d'un Amélie Nothomb par an, et puis vous allez pouvoir durer encore un siècle plus. Là, vous touchez là à un sujet qui me terrifie, puisque bien évidemment c'est ce que je veux éviter. Alors, bon, dans ces cas-là, on a envie de dire en quête d'essai. J'adore cette expression parce que ça laisse supposer que le décès est évitable. En quête d'essai, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu que rien ne soit publié, bien évidemment. Alors, vous me direz, tout va bien pendant... J'ai oublié la loi. Est-ce que c'est pendant 50 ans ou pendant 75 ans? Je ne vais pas vous dire qu'en plus, elle vient de changer cette loi. Mais elle n'a pas changé. C'est 50 ou 75 ans. Pendant ce temps-là, tout va bien. Alors, vous me direz, mais tout va bien, Amélie Nothomb, parce que 50 ou 75 ans après votre mort, personne ne se souviendra. Je conviens que c'est le cas le plus probable. Mais peut-on exclure que 2-3 très jeunes personnes présentes ici ce soir vivent encore? J'ai découvert que j'avais des lectrices ce soir, il y avait une lectrice de 11 ans. À 75 ans, elle pourrait être toujours vivante. Et donc, vous comprenez ma frayeur. D'où, je ne veux pas que ces manuscrits soient détruits. Ce sont mes enfants, il n'est pas question de les détruire. Comment faire pour que ces manuscrits soient inaccessibles et cependant pas détruits? J'attends vos suggestions. Les
coffres-forts, mais on a du temps d'histoire au cinéma avec des coffres-forts, donc... Vous dites que peut-être on vous oubliera dans 70 ans ou plus, mais là quand même depuis 20 ans, vous avez quand même déjà inscrit une trace dans l'histoire littéraire en publiant un livre par an, il y a des choses qui restent, l'expression le rassemblement, elle est reprise assez régulièrement. Oui, j'ai observé ça assez fou, comme j'ai popularisé l'expression stupeur d'étranglement. Écoutez, peut-être que je resterai uniquement par cette expression. Et j'adorerais l'idée que dans les pages roses, puis la rouge, stupeur d'étranglement. Dans 200 ans, origine, roman perdu du XXe siècle. C'est pas mal de rester dans pareille expression. Alors, la plupart de vos romans sont assez courts. Alors, je pose la question parce que vous situez celui-ci donc aux États-Unis. Vous n'avez pas eu envie ou besoin, je ne sais pas dire quel est le bon terme, mais voilà, de faire un roman à l'américaine, ample, avec de nombreux personnages. J'adorerais écrire un roman à l'américaine avec de nombreux personnages, mais on ne choisit pas ce dont on est capable. Je parle toujours de mes romans en termes de grossesse. Je suis enceinte d'un livre. Quand on est enceinte, on ne choisit pas ce dont on est enceinte. On aimerait bien être enceinte d'un grand génie ou d'un grand athlète. La vérité, c'est qu'on est enceinte de ce qu'on peut. Alors, moi, ce que je peux, c'est ça. Laissez-moi croire que ce sont de beaux enfants, mais c'est vrai qu'ils sont tout petits. Alors... Il me semble qu'il y a des pages de rien absolument forcément. Et on tendance à maigrir avec les années, c'est vrai. Et je ne peux pas vous rassurer en vous disant que cette tendance va se contrer. En effet, cette tendance ne fait que s'affirmer avec les années. Donc, il est à craindre que dans un temps, si vous ne m'avez pas tout à fait oublié, je publie des romans de 100 pages, de 80 pages, peut-être même de 50 pages. 40 ans, ça doit être fou. Mais en même temps, faut-il vraiment le déplorer Quand je lis des livres, et j'en lis beaucoup, leur longueur n'a pour moi aucune importance. Il y a des livres de 900 pages qu'on trouve beaucoup trop courts, et des livres de 90 pages qu'on trouve beaucoup trop longs. Voilà, j'ai peut-être un tout petit souffle. C'est une question d'inspiration, comme vous l'écrivez en un seul mouvement, votre livre. C'est vrai que je l'écris en un seul mouvement. C'est vrai aussi que je suis pétrie de culture gréco-latine. J'ai été vraiment éduquée à cette école-là. Et il y a cette magnifique histoire je veux croire que cette histoire résume mon parti pris littéraire. Je ne sais plus quel est l'historien grec qui raconte ça. C'est le général athénien qui va attaquer Sparte et qui dit donc nous vous déclarons la guerre et si nous gagnons, nous vous taillerons tous en pièces, nous brûlerons vos femmes, nous massacrerons vos enfants, nous incendierons vos écoles, il ne restera rien. Enfin, ensuite des menaces interminables sur le sort qu'Athènes réserve à Sparte. Et puis il se tait, il attend la réponse du général Spartiate, et le général Spartiate répond si. Je vous laisse vous expliquer. Vous êtes publié en France, mais pas que en France. Vous êtes publié dans différents pays, dans une quarantaine de langues. Est-ce que vous suivez ces autres vies Autant que possible. Quand je reçois mes livres en turc et en chinois, j'ai clairement quelques problèmes de compréhension. Souvent, je me demande même de quel livre il s'agit. J'ai régulièrement ce problème. Je centralise autant que possible tout dans mon bureau parisien, c'est-à-dire que quand les journalistes turcs et finlandais veulent m'interviewer, je les reçois dans mon petit bureau parisien. Et j'ai organisé une espèce de permanence d'interview, ce qui fait que finalement, je ne dois même plus avoir un agenda strict. Je suis là dans mon bureau pour les journalistes des 43 pays qui m'interviewent, pour qu'ils viennent m'interviewer. Alors je vis régulièrement cette situation totalement mystérieuse, que je vois des journalistes étrangers qui débarquent dans mon bureau. Déjà, j'essaye de discerner de quel pays ils viennent, quelle langue ils parlent, et surtout sur quel livre ils veulent m'interviewer. Donc, et on s'en tire toujours finalement. Mais quant à vous dire quel accueil exactement me réserve la critique turque et quel accueil me réserve la critique estonienne, quand je reçois ma revue de presse estonienne, je suis désolée, mais je ne comprends pas un mot. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe beaucoup d'articles estoniens. Quant à vous dire s'ils sont positifs ou négatifs, je n'en ai aucune idée. Quand on regarde les listes de vente des romans français dans l'Union européenne, c'est partie des 2-3 français. Même si vous êtes belge. Pardon. Justement, est-ce que vous pensez être une ambassadrice de la littérature francophone ou en tout cas belge? J'adorerais, j'adorerais être une ambassadrice de la littérature belge à l'étranger, mais les très nombreux écrivains belges qui sont moins connus que moi, vous en douterez avoir. Il se trouve que je viens d'un tout petit pays, pas si peuplé que ça pour son faible territoire, mais vous n'imaginez pas le nombre
ce qui crée des rancœurs. C'est bien pour ça que j'ai sollicité un éditeur du grand pays étranger, beau pays, la France, pour le publier. Grâce à ça, je suis un tout petit peu moins inconnue, et ça suscite en Belgique des rancœurs infinies. Parce qu'on me considère comme une traîtresse, puisque je me suis fait publier à l'étranger. En plus, c'est un marché, alors ça, c'est vraiment le comble. Donc, si je me présente comme une ambassadrice de la culture belge à l'étranger, on va me jeter des frites à la tête en disant « Mais quoi, n'importe quoi, que j'ai une traîtresse ». Mais bon, moi, j'aime beaucoup mon pays et j'adorerais être une ambassadrice de la culture belge. Une dernière question sur la traduction. Est-ce que vous conservez, regardez mais conservez un exemplaire de chaque traduction? Vous avez ce rapport-là à l'objet. Je conserve au moins un exemplaire de toutes les traductions qui ont existé et vous n'imaginez pas la place que ça prend. Parce que ça, c'est, vous imaginez, il y a un livre publié en 43 langues. Vous avez la multiplication. Plus des exemplaires français, plus des exemplaires de luxe, plus bref, un jour, il faudra que j'achète le musée du Louvre pour pouvoir retrouver. Vous avez vraiment par rapport à l'objet, quoi. Il y a un intérêt. Mais c'est très émouvant parce que son livre dans une autre langue, c'est déjà c'est un bel objet. Moins elle comprend la langue, plus c'est beau. Je n'ai jamais été aussi bouleversée que quand je suis allée au théâtre Pouchkine à Moscou voir une représentation de la pièce Cosmétique de l'ennemi en russe. Je n'ai pas compris un seul mot. Mais encore, mon texte avait l'air absolument admirable. Je n'avais trouvé tant de profondeur à mon texte qu'en n'y comprenant rien du tout. Donc, oui, bien sûr, je garde un exemplaire de chacun de mes livres en chaque langue. On va peut-être faire sur le théâtre à la fin de notre rencontre à minuit. Une question aussi sur votre rapport au lecteur. On l'a vu dans la première séance de dédicace de votre journée à Livre Le Fayère. Ils sont nombreux, il y en a quelques-uns avec qui vous entretenez. Je connais quelques-uns. Voilà. Quelques-uns avec qui vous entretenez une correspondance régulière. Est-ce que ça vous fait ces rencontres pour l'écriture des livres à venir? Je suis heureuse que vous me posiez cette question parce que ça va me permettre de faire un démenti important. Quelle horreur d'imaginer qu'on peut avoir des rapports humains dans le but de s'en servir. Beaucoup de gens l'ont prétendu. Je maintiens que je sais assez la valeur d'une relation humaine pour ne pas lui trouver une autre utilité qu'elle-même. Bon, bien sûr que non. Maintenant, je ne peux pas tout à fait lutter contre votre infini pouvoir psychodateur. Mais ça, c'est pas ma faute, hein, c'est la vôtre. Si un jour l'un d'entre vous avait l'impression de se retrouver dans mes livres, soyez absolument sûr que je n'y suis pour rien. C'est pas ma faute si vous êtes fertile, et si je suis fertile. Nous revenons donc à ce roman Tu es le père, pour raconter un fils et sa mère, Joe et Cassandra, qui vivent dans l'état du Nevada à Reno. Lui est passionné par la magie, il ne sait pas qui est son père. Elles ont des vélos, il ne sait plus qui est le père de son enfant. Un nouvel homme s'installe dans sa vie, un autre Joe, et elle le choisit contre son fils. Il va donc se quitter à la maison et vivre d'abord en faisant des cours de magie dans les bars. Et il va prendre un bar, rencontrer un homme à qui il va demander de lui enseigner son savoir et puis de le prendre sous son aile. Alors Maxime Le Forestier chantait on ne choisit pas sa famille. Certes, c'est vrai. C'est lui qui disait ça. Il me semble. Hein. Alors certes, c'est vrai pour Joe pour la première famille, mais pas pour la seconde, parce qu'il a quand même choisi ensuite sa famille. On est tout à fait d'accord. Joe est ceux qui ont lu le livre ici, c'est quand même un individu assez ambigu. À 15 ans, il va demander au plus grand magicien du monde, qui vit à Reno, dans le Nevada, de devenir son maître. Le plus grand magicien en question, qui s'appelle Norman, comprend que derrière cette demande déjà énorme, on lui demande tout simplement d'adopter cet adolescent. Il hésite, on le comprend. L'adolescent exécute quelques tours de cartes devant lui et l'adulte voit qu'il a un don. Il a des mains extraordinaires et vraiment il peut devenir un très grand magicien. L'adulte le prend sous son aile et se prend tellement au jeu que non seulement il en fait son élève privilégié, mais il se met à l'aimer vraiment comme un père. C'est ça qui était pour lui. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Cassandra lui dit mais c'est que tu es en train de devenir un père. C'est ça. Donc, il devient non seulement un père, mais il se pose des questions sur sa fonction de père. Donc, il essaie de devenir le meilleur père possible, de laisser son fils libre, tout en lui donnant des directives. Le temps passe, peu à peu, il découvre que quand même ce fils est assez pervers. Alors, il essaye de réagir, le père adoptif essaye de réagir avec grandeur d'âme. Ce sont des gens assez cool, quand même. Je trouve qu'il est exceptionnellement cool. Donc, à chaque fois, les crimes du fils deviennent de plus en plus graves. Et chaque fois, Norman trouve un moyen de lui pardonner.
pardonner tout en lui signifiant qu'il n'est pas content, mais en lui indiquant ce qu'il considère comme le droit chemin. Et toujours il devient plus grand que la faute, et toujours il parvient à lui pardonner, jusqu'à ce que Joe refuse commettre absolument l'impardonnable, que nous ne révélerons pas ici. Vous êtes uniquement cette opposition entre le bien et le bien incarné par Norman, le mal incarné par Joe, et puis pour connaître le mal, Norman connaît à fond les stratégies de triche aux cartes, Oui. et parce qu'il connaît ça, parce qu'il sait quel est le mal, du coup il reste dans le camp du bien. C'est-à-dire que tout grand magicien doit connaître absolument les tours de triche. J'ai appris à connaître le milieu des magiciens. Les magiciens apprennent entre eux les tours de triche, non qu'ils veuillent le moins du monde devenir des tricheurs, mais parce que ce sont les meilleurs tours, ce sont les meilleurs exercices de virtuosité. Un magicien qui rate son tour, la sanction est minime. Bon, les gens se moquent de lui, mais c'est pas très grave. Un tricheur qui rate son triche, il va en prison. Donc, de l'intérêt d'être un bon tricheur. C'est pour ça que les magiciens s'essaient souvent à l'école de la triche. Pour autant, ils ne deviennent pas forcément des tricheurs, mais il y a des glissements. L'histoire des relations entre la magie et le jeu sont faites de ces glissements de magiciens qui deviennent tricheurs, et l'inverse, malheureusement, est rarement vrai. Donc, Norman essaie d'enseigner à Joe l'art de devenir un très grand magicien, sans s'apercevoir qu'il est en train de fournir un très grand pervers. Qu'est-ce qui va intéresser dans le fait aujourd'hui, en 2011, d'écrire un livre autour de la magie, dans une époque où les artistes, on les voit de plus en plus, notamment au cinéma ou dans les nouvelles technologies. Il y a un côté artisanal, vous dites, il y a une fascination pour le main de Joe. Mais les vrais magiciens, je parle aussi des magiciens honnêtes, c'est-à-dire qui font leur tour devant vous, sont des gens qui méritent toute notre admiration, puisque justement ils n'ont pas d'effets spéciaux, ils ne bénéficient pas des facilités du cinéma. J'ai appris à mieux les connaître et de voir ce qu'ils sont capables de réaliser devant tout le monde, pour le divertissement de tout le monde. Ça m'a vraiment choqué d'admiration. J'ai trouvé que c'était d'une très grande générosité, surtout quand j'ai vu les exercices que ça supposait. Un magicien, pour apprendre un geste, doit être capable de rester 10 ans devant son miroir à répéter le même geste. Un tel comportement force l'admiration. Et de voir que certains d'entre eux, pour la raison la plus belle du monde, à savoir qu'il faut bien vivre, sont amenés à devenir des tricheurs pour pouvoir simplement financer leur vie, leurs femmes, leurs enfants, tout ça. C'est quand même très triste. Que signifie pour vous, dans chez Leclerc, le feu? Parce que le feu est très présent. Alors, on va venir dans un instant à ce festival de Burning Man qui passe dans le Nevada, quelque chose d'assez fou, parce que un festival invente une ville de 20 000 habitants juste pour 10 jours. Mais il y a aussi le feu donc, de la nouvelle mère, en gros, de Joe, qui jongle avec, et puis Joe, il a une envie, c'est enfin de pouvoir l'avoir dans son art. Et puis il y a le feu de la passion, parce que malheureusement, pour le couple Norman et Cassandra, Norman Christina, pardon, et bien Joe va aussi vivre le feu de la passion pour cette nouvelle mère. Il représente quoi le feu chez vous? Il représente cet élément à double tranchant qui existe dans notre vie à tous, à savoir la passion. Quand on la rencontre, on sent qu'il y a une possibilité formidable de régénérescence, nous cherchons tous la passion, et en même temps une possibilité de destruction extraordinaire. Et c'est tout à fait ce qui se passe dans ce livre. Joe fait une passion quand il rencontre celle qui devient pour ainsi dire sa belle-mère, il est fou d'amour de cette très 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 belle femme, qui se rend compte de rien, on ne sait pas très bien si elle se rend compte ou pas. Déjà, il parfois beaucoup. Oui. Mais bon, vous savez que j'ai rencontré Christina. J'ai assisté au festival de Burning Man 2010 et j'ai rencontré ces jongleuses de feu qui sont c'est magnifique parce qu'elles ne sont pas payées. Donc elles font ce métier extraordinairement dangereux. Il s'agit bel et bien de jongler en dansant avec des torches enfermées. Et régulièrement, il y a des blessés, des morts, tout ça, sans gagner aucun argent. C'est la plus belle chose qu'on puisse voir un spectacle de jongleurs de feu éblouissant. Souvent, ce sont des gens assez énigmatiques. Et Christina, vous avez d'ailleurs Christina, je l'ai rencontrée au festival de Burning Man 2010. Elle était absolument hallucinante. Et elle passait ses journées comme ça à jongler avec des torches enfermées. Ce n'est quand même pas un comportement très, très ordinaire. Donc je me suis laissée un peu aller à rêver à la vie privée de cette personne. Je n'ai aucune confirmation de ce que j'avance, mais enfin, pourquoi ne serait-ce pas ça? Vous êtes allé dans ce festival de Burning Man dans l'idée justement d'y situer une action de l'un de vos Pas du tout. Je suis allée au festival de Burning Man parce que ça faisait des années que quelqu'un me tannait pour que j'aille à ce festival et je me suis dit, bon Dieu, faisons du plaisir, allons
de Burning Man. Moi, l'idée d'habiter sous la tente dans un désert pendant une semaine ne me plaisait absolument pas. Vous savez, j'aime mon confort, j'aime mes aises. Je suis un écrivain, enfin, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire dans le désert, sous une tente Et donc, je suis allée finalement par complaisance. J'ai adoré ça. C'est extraordinaire. Expliquons ce qu'est le festival de Burning Man. Le festival de Burning Man, comme son nom l'indique, est un festival. Qu'est-ce qu'un festival? C'est un moment où tout le monde fait de la musique et où on a généralement des notes assez spéciales. Mais le festival de Burning Man, c'est encore beaucoup plus que ça, parce que comme son nom l'indique, il y a un autre thème que la musique à ce festival, c'est le feu. Tous les spécialistes du monde entier du feu, qu'ils soient jongleurs, qu'ils soient cracheurs de feu, qu'ils soient sculpteurs de feu, qu'ils soient pompiers, on en trouve aussi, se donnent rendez-vous au festival de Burning Man qui se tient lieu la première semaine de septembre chaque année depuis 20 ans dans le désert du Nevada. Voici déjà deux choses intéressantes. Troisième chose, c'est aussi une utopie politique et écologique. L'idée est que, je situe le roman en 98, ça faisait 5000 personnes. Aujourd'hui, 2011, ça en fait plus de 40 000. Plus de 40 000 personnes vont former dans ce désert, parfaitement vierge, une ville qui va exister pendant exactement une semaine et qui, au terme de cette semaine, va disparaître sans laisser l'ombre d'une trace. Quand je dis l'ombre d'une trace, c'est qu'il n'y aura même pas l'ombre d'une déjection. Raison pour laquelle on ne peut pas emmener des animaux avec soi. D'ailleurs, il n'y a pas d'animaux dans le désert. Pendant une semaine entière, ces 40 000 personnes vont vivre ensemble en bonne intelligence. L'argent est interdit. Les règles, c'est que chaque personne doit être parfaitement indépendante pour elle-même, c'est-à-dire apporter toute l'eau qu'elle a l'intention de boire pendant une semaine, toute la nourriture qu'elle a l'intention de manger pendant une semaine, son logement, le plus souvent sa tente, ou n'importe quoi, du moment que vous puissiez le décomposer après. Et aussi l'activité qu'elle a l'intention de déployer à Burning Man. Le plus souvent, c'est une activité musicale ou liée au feu. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'Amélie Nothomb venait faire dans cette galère? Non, c'est la musique, on sait que vous êtes amatrice de musique. Là, il y a l'espèce de musique assez étrange qui s'appelle le dubstep. Le dubstep. Jeune musique londonienne, j'ai pas trop compris d'ailleurs ce que c'était. Alors oui, j'ai une théorie sur le dubstep, mais j'en parlerai plus tard. Mais on peut se demander ce que je viens faire dans tout ça, moi qui n'ai strictement aucun talent musical, ni alors le feu, n'en parlons même pas, à part mettre le feu à la cuisine, j'ai jamais... Donc moi, je suis allée faire des bisous, parce que franchement, à part ça, j'ai aucun talent qui convienne. Mais c'est extraordinaire, voilà. C'est ça, de telles choses ne peuvent avoir lieu que dans l'ouest des États-Unis. Une telle liberté d'esprit, une telle fraîcheur, et qui fonctionne. Ce festival a lieu depuis plus de 20 ans, il n'y a jamais eu un meurtre, alors que tout est permis. Il n'y a eu aucune violence, alors que tout est permis. C'est un magnifique exemple de belle entente humaine et d'épanouissement. Alors évidemment, ça n'a lieu qu'une semaine par an depuis 20 ans, mais quand même, je ne sais pas si on cherche un message d'espoir, mais là, il y en a un. En votre théorie sur la musique, votre cette musique, cette qui habite le festival et qui parle aux gens, pas par les oreilles, c'est assez acidique la manière de ressentir. Alors le dubstep, comment expliquer le dubstep? C'est une espèce de métal dont les basses ont été passées au opéra privé. On a beaucoup dit que le dubstep était né à Londres en l'an 2000. Pour l'avoir entendu à Burning Man, la théorie est que le dubstep est né dans les années 90 dans le Nevada, parce que c'est justement les basses, parce que le opéra privé, répercutées par les montagnes noires qui entourent le désert du Nevada, c'est tellement fait pour ce lieu-là. Ça convient tellement bien. Ça fait tellement trembler tout le corps d'avoir ces basses qui n'arrêtent pas de passer à travers votre corps parce qu'elles se répercutent sur les montagnes et les désert en face pour revenir là. Je suis sûre que c'est mieux. Quand vous avez écrit votre roman, est-ce que vous avez imaginé les sons et les voix qui habitent ces personnages? Je pose la question parce que votre duo, en fait, il communique très peu avec les gens qui sont dans le festival. C'est très brillant visuellement, mais on ne l'entend pas. Mais en fait, non, je ne connais pas sa voix. J'ai l'impression, souvent j'avais l'impression de connaître la voix de Norman, mais pas d'entendre la sienne à lui. Peut-être parce que je sentais, non, je ne lui ressemble pas, mais quand on écrit un roman d'éducation, c'est quand même un roman d'éducation paradoxale, puisqu'il s'agit d'éduquer un monstre. Comment faire autrement que de s'identifier au monstre dont on raconte l'éducation? Donc, comme c'était moi, finalement, Joe, je ne pouvais pas lui donner cette voix-là, c'est pas possible. De manière générale, tout l'environnement sonore de ce roman. Ah, la musique, je la connais bien. Le tintamarre qui règne à Burning Man, pas une seconde de silence en une semaine de désert, je la connais bien. Il est difficile d'en dire davantage sur lui parce qu'il y a encore une partie du public qui
qu'il n'a pas lu, et évidemment, le édition est ici. Je voudrais revenir avant vos questions à ce que vous disiez tout à l'heure sur les adaptations théâtrales, qu'il y en a eu aussi, je crois, 2 au cinéma. Est-ce que ça a modifié votre manière? On peut imaginer que c'est assez facile d'adapter vos livres. Le son est important, il y a beaucoup de dialogues. Oui. Non. On ne peut pas écrire un livre dans l'histoire qui ne soit adapté. Bien sûr, j'espère qu'il sera adapté et de préférence par les meilleurs réalisateurs et les meilleurs metteurs en scène. Mais au moment de l'écriture, c'est pas possible. Comment vous dire? Quand on écrit, on est dans une telle trompe. C'est exactement ce que vous demandiez à un couple, à l'amour. Il est en train de penser non pas à l'enfant qu'il est peut-être en train de créer, mais au petit enfant. Et on ne peut pas voir qui. Voir incarner comme ça certains de vos personnages, on n'a jamais agi. C'est tout à fait troublant pour vous qui avez imaginé de les voir en chair et en os. Ah mais j'adorerais, moi je suis que tous les gens viennent frapper à ma porte, qu'ils fassent toutes les descendances, je serais ravie. Et bien évidemment, j'ai des préférences, donc si c'est certains réalisateurs qui viennent frapper à ma porte, je serais plus heureuse, mais ma préméditation ne va pas jusque-là. C'est vrai que Tuer le père est une histoire de préméditation tout à fait extraordinaire. Ah, ça c'est pas banal. Je suis très fascinée par les cas de préméditation parce que justement, je ne suis pas un cas de préméditation. Personnellement, je ne vois jamais plus loin que ma coupe de champagne. Mais les personnages, souvent, justement, ils ourdissent et complotent, dont on voit l'explosion 5-10 ans après, ça me fascine. Je voudrais finir par quelques questions à la maison mon sort là de votre livre. On a parlé tout à l'heure de votre rapport au lecteur, mais je voudrais savoir comment vous vivez le fait qu'il y a des livres. Et même j'ai vu un livre, un roman qui est écrit sur votre rapport au lecteur. Vous êtes aussi étudié à l'école. Comment vous vivez ça? Non mais bon, je suis absolument pour la liberté d'expression. De toute façon, je ne peux pas m'opposer à ce phénomène. Comme je ne peux pas m'y opposer, il vaut mieux que je l'accueille avec bienveillance. D'autre part, c'est vrai qu'a priori, ça me préoccupe beaucoup. Alors non, franchement, à part le champagne, j'ai pas vu de solution. Vous regardez seulement ce qui s'écrit sur vous dans ces livres-là, c'est une manière de... Je dis ça parce que vous voyez Michel David au premier rang de... Michel David qui a écrit un essai psychanalytique, non seulement sur Michel Houellebecq, mais aussi sur Bertrand Bessernand. C'est très troublant. C'est... A priori, bon, bien sûr, je vois en quoi c'est gratifiant, mais a priori, ça fait plutôt peur. Il rentre vraiment dans votre intimité, bien comme ça que vous effrayez. Comme toute personne, enfin, je suis comme tout le monde, je ne veux pas qu'on sache tout. Je suis prête à partager une certaine quantité de choses, mais pas tout. Et j'ai toujours peur que derrière la psychanalyse, je sache une personne capable de se voir. Et ce qui m'a sauvée, c'est que je n'ai compris que modérément le très beau livre de Michel David m'a compris. Donc je ne sais pas contacter, donc je ne sais pas jusqu'à quel point Michel David a tout compris. Une dernière question pour moi avant les questions de la table sur un autre volume qui s'appelle Stupeur et Tremblement, parce qu'à la rentrée littéraire, il a sorti une nouvelle version, une nouvelle édition, pardon, dont voilà, c'est pour les victimes de Fukushima au Japon. Quel rapport vous avez avec ce Japon d'aujourd'hui? Le Japon n'a jamais cessé d'être mon pays préféré au monde. Il y a eu beaucoup de malentendus, comme dans toutes les grandes histoires d'amour, parce que les Japonais ont très mal pris la publication de Stupeur et Tremblement en y voyant un livre anti-japonais. C'est que ce n'est en aucun cas. Donc, qu'est-ce que je fais dans Stupeur et Tremblement? Je raconte mon histoire au Japon. Ça s'est mal passé. Je suis désolée. J'écris le livre, je raconte aussi bien en quoi j'ai été Gaston Lagaffe au Japon, que en quoi c'était dur d'être dans une entreprise japonaise. C'est pas du tout un livre à charge. Je raconte simplement ce qui m'est arrivé. C'est tout ce que je peux faire. En même temps, je pense que si on lit Stupeur et Tremblement, il y a moyen quand même de sentir combien j'aime ce pays et combien j'ai voulu y vivre et combien j'ai été capable de supporter ces choses pour vouloir y vivre. Bon, ça n'a pas marché. Quand le livre est paru au Japon, déjà c'est extraordinaire. Il est paru au Japon. Formidable. Évidemment, tous les journalistes japonais sont venus m'interviewer. Ça c'est très mal. Toute interview japonaise dirait tôt ou tard au règlement de compte. C'est-à-dire que les Japonais avaient
retrouvé le nom de la véritable entreprise, avait enquêté sur moi et évidemment m'avait trouvé des torts infinis. Des torts infinis qu'on ne manque pas d'avoir pourvu qu'on enquête sur vous pendant 5 minutes. Donc, oui, c'est vrai, madame, vous avez maltraité dans l'entreprise, mais c'est parce que vous l'aviez mérité. Alors, je me démontrer par le menu en quoi j'avais mérité. Bon, alors, de toute façon, on apprend qu'on a mérité de se maltraiter, c'est toujours... Donc, très vite, j'ai compris qu'il fallait refuser les entreprises japonaises, puisqu'elles n'étaient jamais que des demandes d'excuses que je ne manquais jamais de fournir, puisque dans le fond de moi-même, je suis une véritable japonaise. Donc, quand un japonais me demande de m'excuser, je m'excuse, évidemment. C'est grincer des dents de m'excuser, alors que tout ce que j'ai fait, c'est de devenir Madame Pitié au Japon, alors que je ne le voulais pas. C'est à présent à vous de poser vos questions à Mélina Sombre. Qui souhaite poser la première question? La première est une très compliquée.